Nous n'avons que 10% de chance de pluie aujourd'hui, mais ça vient vraiment du bon endroit. Ce vent souffle directement sur mon visage, donc il y a une chance qu'on ait de la chance. Priez pour la pluie, les gars. Les tempêtes de poussière m'ont rendu passionné de météo, au point de suivre le modèle ECMWF. J'ai une station Tempest Weatherflow et je me demande sans cesse, quand va-t-il pleuvoir ? En août, j'ai vu une forte probabilité d'orage dans les prévisions. Et ce que j'ai appris de la façon dont ces modèles font des erreurs, c'est que je ne cherche pas un événement de pluie précis, je cherche un ensemble d'événements de pluie potentiels. Peu m'importe qu'il pleuve mardi, ce qui compte, c'est qu'il pleuve la semaine prochaine. C'est l'opportunité que j'ai repérée dans mon barrage nord, où le sol est nu. Je veux prévenir rapidement l'érosion, et les plantes sont la meilleure solution. Je ne sais pas si cela se voit à la caméra, mais je n'ai jamais vu un arc-en-ciel apparaître aussi près de moi. Même si je sais que ce n'est pas vrai, on dirait qu'il est dans le canyon. C'est fou. Commençons ici et voyons comment ça se passe. Je me concentre un peu sur ce Blue Grama. J'essaie de me concentrer sur l'endroit en amont parce que ces graines vont être emportées en aval s'il y a la pluie prévue. C'est ce que je pensais être de l'amarante de Palmer, et j'ai eu une seule germination, donc on verra. Laisse simplement ça se répandre partout. Espérons que ce n'est que de la matière organique. Je ne dis pas ça, j'espère juste qu'il y a beaucoup de graines et que je me trompe. D'accord, graisse d'hiver. Couverture indienne ? Oh là là. D'accord. Et puis il y a celle qui me rend vraiment très anxieux, le serpent venimeux, je ne sais même pas comment l'étaler. Alors on va laisser le vent s'en charger parce que je n'ai vraiment pas envie de me piquer moi-même.
La pluie n'est pas tombée vendredi, mais dimanche. Pourtant, en connaissant les prévisions et avec les graines prêtes. Merci à Tan de m'avoir envoyé les graines de Blue Grama, ce qui nous a permis de les semer. Installées avec le tapis anti-érosion que Casey et son entreprise ont offert pour profiter d'une opportunité rare. D'accord, donc c'est un mois plus tard. La croissance est clairement visible. Oh oui, je veux dire, ce n'est pas encore impressionnant à la caméra, mais si tu laisses pousser ça pendant 3 mois, ça va devenir une grande bande verte. Oui, La manière dont j'ai enregistré cet épisode. On pourrait croire que les graines ont germé car plantées sous une averse ensoleillée. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que quelques jours plus tard, les fortes pluies qui étaient prévues sont effectivement arrivées. Cet équilibre entre le travail, la plantation des graines et le bon moment a permis à cette bande d'herbes de s'installer. Avec mon obsession de passionné de météo, je cherchais simplement une période de pluie, peu importe le jour où elle arrivait. Je veux dire, c'est bien de connaître le jour et l'heure, mais ce qui compte, c'est de savoir que j'ai de bonnes chances que ça marche pour moi, et que ça arrive un vendredi ou, dans ce cas, un mardi. Ça me permet de faire le travail et de savoir que de bonnes choses vont arriver bientôt, même si je ne sais pas exactement quand. Cette année, nos schémas météorologiques en Amérique du Nord sont passés d'El Niño à la Niña, et en général, El Niño signifie plus de précipitations, et la Niña signifie moins. Mais cela concerne de très vastes zones géographiques. Il y a 2 ans, j'ai assisté au cours intensif sur le bétail bovin à l'université Texas A&M, et j'ai écouté une conférence fascinante d'un climatologue qui expliquait comment la Niña et El Niño influencent les schémas météorologiques dans différentes régions du Texas. Et j'étais ravi qu'il parle du Trans-Pécosse dans l'extrême ouest du Texas. Apparemment, ma petite région du Texas reçoit ses meilleures pluies hivernales pendant une La Niña modérée, ce qui est précisément ce qui est prévu pour cette année. Souvent, les déserts reçoivent la plupart de leurs pluies en hiver, mais le désert de Chihuahua fait exception. Nous comptons surtout sur les pluies de la mousson d'été. Cependant, j'ai aussi lu des articles sur l'accumulation de biomasse dans le désert de Chihuahua. Et elle est étroitement liée aux pluies hivernales, ces pluies rares qui ne surviennent en moyenne qu'une fois tous les 9 ans. Si nous avons de fortes pluies hivernales cette année, comme prévu par cette légère La Niña, c'est ce que je constate. Je veux vraiment être prêt pour les opportunités, que ce soit dans l'espace à côté du camp ou sur les terrasses. Cela implique de répandre des graines profitant des fortes pluies hivernales, tout en évitant que cela ne devienne coûteux, comme de la nourriture pour rats et oiseaux. Micheline Del Paso a apporté des graines à Daniel et, même sans que je le demande, une étagère, ce qui est vraiment attentionné. Et merci Micheline pour cela. Mais elle m'a donné une explication détaillée sur son expérience à El Paso, en cultivant l'onagre du Mexique, et pourquoi elle pensait que c'était un élément si important à ajouter aux dust-ups. Les projets comme celui-ci sont célèbres pour les photos avant et après, et je vais devoir demander pardon dans cette partie. Je voulais mettre en valeur la verdure de cette zone et montrer comme elle se porte bien. Ces fleurs sauvages ne germeront même pas avant le printemps. La raison pour laquelle je me sentais à l'aise de semer maintenant, c'est parce que les graines sont si petites qu'il est extrêmement difficile pour les oiseaux d'en manger une quantité significative. Il vaut mieux les semer ici, tenter ma chance et passer à autre chose. Nous avons beaucoup fait avec des amendements du sol, avec différents degrés d'engagement. Cette terrasse n'a que 3 mètres cubes de fumier de vache. C'est un engagement très minime et il n'y a pas tant de biochar que ça sur la terrasse. Au-dessus de moi, il y a 28 mètres cubes de fumier de cheval et tout un tas de biochar. Et ce que j'ai découvert, c'est que nous avons eu de la chance. Je préfère avoir de la chance qu'être intelligent. Et dans ce cas, cette grande zone épaisse d'herbe verte que vous voyez au milieu, c'est exactement là où Brandon et moi avons eu du mal à décharger le fumier de cheval et où la moitié de la cargaison est tombée au même endroit. Les spectateurs ont dit que beaucoup de graines venaient du fumier de cheval et je le crois vraiment. Et là où nous avons mis, sans le vouloir, une quantité ridicule de fumier de cheval, ça ressemble presque à une pelouse. Pour avancer dans le cycle de succession sans se soucier des mauvaises herbes et passer aux graminées vivaces, le fumier de cheval est idéal. C'est une ressource incroyable que j'obtiens gratuitement d'un ranch local. C'est un déchet pour eux, mais c'est aussi très lourd et très difficile pour le matériel. C'est un gros engagement de l'amener jusqu'ici. Si je dois apporter de la matière organique à Dust-Ups, il faut que cela ait le plus grand impact pour le moins d'argent possible et le moins de poids possible. Les spectateurs m'ont proposé l'idée des blocs de champignons usagés.
Même s'il était difficile d'en trouver près d'El Paso, je viens ici en voiture une semaine par mois. J'y pense depuis longtemps. Comment puis-je collecter des matériaux en vrac qui ont un impact incroyable? Et je pense que les blocs de champignons usagés pourraient être la clé. Parce que je peux en transporter 1 mètre cube à la fois, même dans ma Toyota Tacoma. Je sais que ça peut sembler idiot, mais le problème des blocs, c'est que même très humides, le mycélium les colle ensemble. C'est très difficile à séparer avant de l'étaler en paillis. J'ai résolu les problèmes de transport et d'approvisionnement. Mon plus gros souci maintenant, c'est comment casser tout ça efficacement. Casser ces blocs de champignons prend énormément de temps. Je dois juste voir si le bulldozer est une mauvaise idée, parce qu'il ne faut pas se rater. Je veux juste m'assurer que ça ne va pas abîmer le plastique et disperser la majorité du matériau au sol. Tu sais, ce n'est pas vraiment aussi bien cassé que je l'espérais. Je veux dire, c'est certainement plus facile, mais je ne pense pas que ce soit... je ne sais pas, en fait, ça prend quelques secondes. Ouais, d'accord, ça vaut le coup de le faire. Elles sont maintenant à la bonne taille, super rapides. Ce n'est pas impressionnant, mais tu vois, ça s'effrite complètement. On ne veut pas que les réseaux fongiques maintiennent les blocs ensemble pour pouvoir les répartir uniformément. Mais on s'occupera de bien mélanger ça quand on l'étalera. Mais tu peux voir à quel point c'est facile. Comme au début du printemps, on a déjà expliqué comment couvrir le sol. Nous avons des pois à vaches et de l'hydrogel. Et même sur un petit coin de terre exposé, ces pois à vaches ont poussé et tout recouvert. Le problème, c'est l'automne, et les pois à vaches ne survivront pas à l'hiver. Nous avons commencé dans le jardin pour montrer qu'une autre culture est possible, en cultivant des cultures de couverture hivernale. Belle journée. C'est vraiment le cas, mec. Tu peux vraiment voir les progrès aussi. C'est génial. Tu regardes la culture de couverture 3 semaines après la plantation, et voici la croissance du seigle céréal.
Il est souvent utilisé pour prévenir l'érosion dans les régions froides et sèches, ce qui est mon cas. Il a poussé presque aussitôt et je suis ravi, mais il semble que j'ai manqué quelques zones. Nous y retournerons pour combler ces zones et garantir une belle bande verte près du camp. Une chose que j'ai apprise, c'est de ne rien mettre dans le trou. Je n'ai marché que là où il y avait déjà de la végétation au sol. J'essaie d'apprendre à lire le paysage, et ce que je vois ici, c'est où les plantes veulent pousser et où elles ne veulent pas pousser. Au début, je mettais les graines au fond du trou, et on voit qu'il y pousse presque rien. Tout s'est produit autour de l'extérieur de ce trou en forme de grotte, où c'est en fait un étang miniature. J'ai imité cela en ne plantant des graines que sous couvert végétal. Nous verrons le résultat. Le plan de l'année prochaine intègre ces leçons et d'autres, les appliquant près du camp. Nous avons aussi construit une haie brise-vent couvrant 2/3 d'un acre. Ce sera mon 3e hiver ici, et j'ai assez d'expérience avec le climat hivernal pour savoir que je ne veux pas avoir un campement non protégé avec les vents d'hiver qui soufflent ici. Ils sont féroces, ils durent des jours entiers. Tout ce que je peux faire pour ralentir le vent rendra mon existence ici plus agréable. La façon dont j'ai construit cela va surtout soutenir une seule rangée d'arbres, mais il y a assez d'espace entre les rangées pour en soutenir 2. Ça m'enthousiasme vraiment. Ce sera superbe, c'est très facile à gérer près du camp. Ma seule plainte ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour récolter le ruissellement provenant d'autres zones. La forêt climatique que je peux obtenir ici sera limitée à des espèces très résistantes et adaptées au désert, comme le jujube et la grenade. Mais cela va nécessiter beaucoup de soutien de la part d'arbres indigènes comme le palo verde et le mesquite pour garder le sol à l'ombre et fournir une source de paillis. Ainsi, nous pourrons produire un peu dans cette zone près du camp, même en cas d'échec. Savoir que j'ai cette butte pour servir de brise-vent à faible hauteur et que je peux ensuite planter des arbres derrière. Beaucoup d'idées en permaculture consistent à empiler les fonctions. Cette butte sert de meilleur brise-vent que je pouvais construire avec les matériaux et l'équipement disponibles. À plus long terme, j'aurai ce mélange d'arbres indigènes et fruitiers pour m'apporter une certaine production. Et puis en avril, j'organise un événement de bénévolat où nous allons planter des arbres uniquement pour servir de brise-vent. L'espèce principale utilisée ici est le pin d'Afghanistan, que je vais adopter. Texas A&M et le service forestier proposent le pin d'Afghanistan à un tarif très bas. Je pense que c'est environ 4 $ par plante. Je vais en vouloir 150 et à cause du volume, je vais avoir besoin d'aide. Si vous souhaitez visiter les affrontements à la meilleure période de l'année, quand la température est agréable et que le vent est moins susceptible de souffler fort, avril et octobre sont les meilleures périodes au niveau de la météo. J'espère, en l'annonçant suffisamment à l'avance, que vous pourrez organiser la logistique, surtout pour ceux d'entre vous qui viennent de l'étranger. Je sais que ça paraît fou, mais nous avons déjà reçu des personnes de Suisse et d'Allemagne. Donc j'espère que si je coordonne cela suffisamment à l'avance, ceux d'entre vous qui souhaitent une expérience claire avec un objectif précis, nous pourrons le réaliser. Je pense que ce serait amusant aussi. Ce que je préfère ici, encore plus que l'apprentissage, toutes les plantes et la solitude paisible, c'est la communauté qui naît grâce à cette chaîne. Parker est un bénévole qui est venu et il regarde chaque épisode de Dust Ups. C'est difficile pour moi de savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Mais lorsque vous regarderez le prochain épisode, vous aurez la meilleure occasion possible de découvrir le ranch Dust Ups à travers les yeux d'un spectateur.